La justice est saisie, elle dira la vérité, ce qu'il y a eu, mais à ma connaissance, personne ne me reproche quoi que ce soit dans l'affaire Pygmalion. 1 an de prison avec sursis a été requis par le ministère public à l'encontre de Nicolas Sarkozy jeudi 30 novembre dernier, lors de son procès en appel pour l'affaire des comptes de campagne de 2012. Lors du précédent jugement, il y a 2 ans, l'ancien président avait écopé d'1 an de prison ferme. Cette affaire, dite Pygmalion, du nom de l'agence de communication qui a organisé les meetings de campagne du candidat d'alors, est l'un des feuilletons judiciaires qui suit l'ancien locataire de l'Élysée depuis 2014. Tout commence en février par un article du Point révélant que Jean-François Copé, alors patron de l'UMP, aurait favorisé l'agence de communication Pygmalion, fondée par 2 de ses proches, Bastien Millot et Guy Alves. C'est l'une de ses filiales, Event et compagnie, qui était chargée d'organiser les meetings de la campagne présidentielle de 2012 de celui qui était encore à l'époque le président de la République. Les révélations s'enchaînent alors dans la presse. Elles mettent en lumière l'existence d'un vaste système de double comptabilité visant à masquer le dépassement du plafond légal des dépenses électorales fixé à 22,5 millions d'euros. Un dépassement dû aux plus de 40 meetings de campagne organisés dans toute la France pour le candidat. Des rassemblements aussi bling-bling que ruineux, dont l'emblème est celui qui s'est tenu à Villepinte en mars 2012. La France est grande parce qu'elle est grande pour les autres. C'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Vive la France et vive la République! Derrière l'organisation officielle de ces shows à l'américaine, ce sont donc des dizaines de fausses factures qui se sont accumulées pour un montant total de 18 millions d'euros, permettant ainsi de minorer les coûts réels des comptes de campagne pour les imputer frauduleusement au budget de l'UMP. Face à ces accusations, les principaux mis en cause se défendent et quelques langues se délient. Chez Pygmalion, si Bastien Millot conteste farouchement toute participation, Guy Alves, dans un envoyé spécial diffusé sur France 2 en septembre 2016, admet en revanche avoir fermé les yeux, acculé par les événements. On le fait parce que moi, j'ai une société qui a 40 collaborateurs et qui n'a rien fait de mal. Je n'ai pas le choix personnel. Mais c'est Franck Attal, dirigeant en 2012 d'Event et compagnie, qui, dans la même émission, dévoile tout le mécanisme dont le principe était le suivant. Pour chaque meeting de campagne, 2 factures étaient établies. L'une, minorée par rapport au coût réel, était imputée sur le compte de campagne. La différence entre le montant réel et le montant sous-évalué était, quant à elle, facturée à l'UMP, moyennant l'émission par Event et compagnie de fausses factures pour des prestations fictives cette fois, afin de récupérer son dû. Ce vaste système de double facturation permettait ainsi de garder les comptes de campagne en dessous du seuil de dépassement légal fixé à 22,5 millions d'euros. Franck Attal affirme que c'est Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de la campagne, qui lui aurait demandé de, je cite, « déplacer les factures » et ce, dès le mois de mars 2012. Ce que nie formellement ce proche de Jean-François Copé. Bien que Jérôme Lavrieux ait reconnu dès 2014 l'existence d'un dérapage des comptes, pour lui, les falsifications n'ont commencé qu'après la campagne électorale. C'est qu'après la fin de la campagne qui a été mise en œuvre et une ventilation différente. Mais alors pourquoi Franck Attal nous dit ça et pourquoi dès mars 2012, Event et Pygmalion commencent cette double facturation? Moi, j'ai pas connaissance qu'ils aient commencé dès mars 2012. C'est impossible de faire ça dès mars 2012. Sur mars 2012, on ne sait pas qu'il y aura 48 meetings. Donc il n'y a aucune raison de le faire dès mars 2012. Parce que dès mars 2012, les comptes débordent un petit peu, ils débordent encore plus à la fin. Comment Franck Attal peut-il savoir qu'en mars 2012, les comptes débordent? Puisqu'il ne s'occupe que des meetings, il ne s'occupe pas du siège de campagne, du personnel, d'Internet, des transports, c'est pas son sujet. Il affirme également n'en avoir jamais parlé ni à Nicolas Sarkozy, ni à Jean-François Copé. Car tel est l'un des enjeux de ce scandale financier. Le président de l'UMP et le président candidat pouvaient-ils ignorer ce déplacement de facture? Jean-François Copé nie avoir jamais eu connaissance de la manipulation des comptes. Si j'avais su, à la minute, j'aurais demandé d'arrêter cette folie
Et je serais allé voir Nicolas Sarkozy pour lui dire que je ne l'acceptais pas, renvoyant ainsi habilement la balle vers son rival, lequel nie avec vigueur quelque implication que ce soit dans cette affaire. J'étais sur les estrades et en même temps je gérais la France. Est-ce que vous croyez vraiment que j'avais l'occasion d'aller regarder les contrats de toutes les sociétés qui travaillaient pour faire les meetings, faire le décor? En ce qui concerne ma campagne, je le dis à tous ceux qui m'ont soutenu, il n'y a jamais eu le moindre système de double facturation. Il n'était au courant de rien et n'avait même jamais entendu parler de Big Malion, qui l'accuse de s'être enrichi. Dans cette affaire, il y a une victime et un escroc. La victime, c'est l'UMP, l'escroc, c'est Big Malion, déclare-t-il au Point à l'automne 2014. En juin de la même année, Jean-François Copé démissionne de la présidence de l'UMP. Entre dénonciation, accusation et dénégation, chacun se renvoie la responsabilité par médias interposés. Mais entre-temps, une enquête avait été ouverte dès le mois de mars 2014 par le parquet de Paris pour faux, abus de confiance et de biens sociaux. Ainsi, 2 ans d'investigation viennent corroborer le témoignage de Franck Attal et l'ampleur des malversations électorales. Au final, les quelques 44 meetings de campagne ont coûté près de 43 millions d'euros, soit plus de 20 millions d'euros de dépenses électorales occultées, alors que l'UMP n'a déclaré que 21 millions d'euros et des brouettes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'enquête détermine également qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et que les fausses factures ne visaient qu'à maquiller l'explosion des comptes de campagne. En ce qui concerne les responsabilités, en revanche, l'enquête n'a pu faire la lumière et en février 2017, le juge d'instruction Serge Tourner ordonne le renvoi de 14 personnes, dont Nicolas Sarkozy, devant le tribunal correctionnel de Paris. Seul Jean-François Copé bénéficie d'un non-lieu, considéré comme ignorant du système frauduleux mis en place. 10 ans après les faits, le premier procès s'ouvre en mai 2021. Et ce qui frappe d'abord tout le monde, c'est l'attitude désinvolte de l'ancien président de la République. Alors que ses 13 coprévenus se succèdent à la barre, Nicolas Sarkozy brille par son absence, ne daignant venir qu'à une seule audience. Lorsqu'il se présente enfin devant ses juges, c'est pour rejeter en bloc les accusations et crier au complot ourdi par les proches de son rival Jean-François Copé, provoquant la consternation sur les bancs de la cour, rapporte le Dalloz Actualité. Face à lui dans le box, Jérôme Lavrieux est longuement interrogé par les juges sur son rôle central dans l'affaire. La présidente du tribunal tente de savoir qui a ordonné la mise en place de ce système. L'ex-directeur adjoint de campagne botte en touche et maintient sa ligne de défense. Reconnaissant une partie de son implication, il ne livre cependant aucun nom de responsable, évoquant une faute collective. Il reste les ploucs de service qui doivent régler le problème, lâche-t-il amer, à l'égard de ses anciens camarades de l'UMP. Guillaume Lambert, l'ex-directeur de campagne de Sarkozy, nie également toute implication dans le système frauduleux. Il affirme en revanche avoir alerté le président candidat dès le 8 mars 2012 du risque de dépassement des comptes suite à un rapport accablant des experts comptables. Il explique « J'en ai parlé au président dès le 8 mars, il m'a dit « Guillaume, il faut ajouter que des petits meetings, comme ça, c'est parfait, on ne peut pas faire autrement », poursuit Guillaume Lambert. Lors de ce procès, cadres de l'UMP et membres de Big Malion se renvoient ainsi la responsabilité. Mais cette défense n'est visiblement pas du goût du ministère public qui, dans son réquisitoire, dénonce une tricherie collective et la responsabilité de tous, avant de demander à l'encontre de Nicolas Sarkozy une peine d'1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, assorti d'une amende de 3 750 €. Le tribunal va au-delà de ces réquisitions et condamne l'ancien chef de l'État à 1 an de prison ferme. Mais il n'est pas le seul, ses coprévenus écopent tous de peines allant jusqu'à 3 ans et demi de prison, majoritairement avec sursis. Dès le lendemain de cette annonce, Maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, annonce que ce dernier va faire appel de cette décision. Sur les 14 condamnés, 3 n'ont pas fait appel, parmi lesquels Bastien Millot. Ce sont donc presque les mêmes protagonistes qui se retrouvent sur le banc des prévenus pour ce second procès en appel qui s'est ouvert le 8 novembre dernier. C'est avec l'intention d'aller jusqu'au bout pour faire reconnaître son innocence que l'ancien locataire de l'Élysée aborde ce nouveau procès. Cette fois, pas question pour Nicolas Sarkozy de bouder ce nouveau rendez-vous avec la justice après son comportement controversé lors du premier procès.
Déterminé à obtenir son acquittement, il dénonce dès le premier jour une absurdité, promettant de combattre les fables et les mensonges sur sa pseudo-implication dans cette fraude électorale. Lors de son audience du 24 novembre, il conteste vigoureusement toute responsabilité pénale en affirmant qu'il n'a pas eu connaissance de la fraude. Il accuse de nouveau les dirigeants de Big Malion de s'être engraissés sur son dos, arguant que l'escroquerie ne lui a nullement profité. Face à lui, son ancien directeur adjoint de campagne, Jérôme Lavrieux, maintient que le système frauduleux a été établi au profit du candidat et qu'il apparaissait comme la seule solution possible à l'époque pour sauver financièrement la campagne électorale. Jeudi 30 novembre dernier, à l'issue de 6 semaines de débat, l'avocat général Bruno Revel a donc requis 1 an de prison avec sursis contre l'ancien chef de l'État. Une sentence plus clémente que celle du procès en première instance, malgré un Nicolas Sarkozy toujours pugnace. Bruno Revel a estimé qu'il n'a pu être établi qu'il ait ordonné les fraudes. L'avocat général a en revanche considéré que le principal bénéficiaire du système de fausses factures ne peut être que le candidat Nicolas Sarkozy lui-même. Nicolas Sarkozy est comptable des dépenses faites pendant la campagne, d'autant que le maître de la campagne, c'est lui. Selon le magistrat, l'emballement des dépenses électorales résulte du choix imposé par le candidat. Et même si l'instruction n'a pas démontré que Nicolas Sarkozy était à l'origine de la fraude, il en a mécaniquement bénéficié et l'a accepté pour sa campagne. Vendredi 1er décembre, c'était au tour de la défense de prendre la parole. Pendant 2 heures, maître Vincent Derry, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, a plaidé la relaxe. Mon client n'avait pas connaissance des dérapages budgétaires de sa campagne. Aux réquisitions du ministère public, il oppose le manque de preuves formelles sur l'implication directe de l'ancien chef de l'État. Est ensuite venu le tour de maître Thierry Herzog, indéfectible conseil de Nicolas Sarkozy depuis de nombreuses années, pour conclure la défense. Dans sa plaidoirie, il a concédé des errements blâmables tout en appelant les magistrates à rendre une décision historique. Vous avez l'occasion de dire que dans notre grande démocratie, un ancien président de la République ne peut être condamné alors que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie. Le procès est prévu jusqu'au 8 décembre